M. Barry. Je voulais aussi rappeler que je suis co-auteur avec Mme Bakoura, Dominique et Titi Madi Bakoura. Quelle transition politique pour la Guinée, qui est un ouvrage extrêmement important par rapport à l'actualité politique en Guinée. Alors pour l'heure, je vais essayer, d'abord, avant de commencer, je voudrais avant tout remercier les jeunes Guinéens de Bordeaux de m'avoir invité et surtout leurs aînés de nous avoir réservé un accueil chaleureux, fraternel, depuis notre arrivée dans cette belle ville de France. Depuis hier soir, nous sommes dans des familles où nous sommes très bien accueillis. Je suis particulièrement touché non seulement par l'accueil de ces jeunes et leur maturité, mais aussi les parents qui sont ici à Bordeaux nous ont accueillis. Vraiment, je suis très touché de cet accueil. Je tenais avant tout à signaler cet aspect social de solidarité au sein de la communauté guinéenne ici à Bordeaux. Je suis désolé parce que je suis très mal à l'aise avec un mot comme ça. Ah, c'est toi qui as choisi? Non, si. Ok, très bien. Donc je voudrais parler des enjeux fonciers et politiques de développement en Guinée depuis 1958 à nos jours. Je voudrais simplement rappeler que je suis spécialiste des problèmes fonciers, en particulier en Guinée, où j'ai fait une thèse du 3e cycle à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur les problèmes fonciers en Guinée à partir de l'observation de la situation de Timbi Madina, où il y avait la croissance de la pomme de terre a entraîné des multiples enjeux fonciers en Guinée, qui a d'ailleurs fait l'objet de cet ouvrage. Actuellement, depuis au moins 4-5 ans, j'observe également le problème de Caporal, qui a fait l'objet également de l'égarpissement d'une communauté, un quartier de Conakry, et pour essayer d'observer, d'analyser le mode de gestion du foncier en Guinée à partir de l'urbain. Donc j'ai une formation à la fois, une compétence à la fois dans l'observation du foncier rural, mais aussi du foncier urbain en Guinée. Ce qui me ramène aujourd'hui à parler du foncier. Donc j'essaierai d'intervenir sur 3 aspects de cette question foncière en Guinée. Le premier aspect, c'est la préoccupation de la question foncière et immobilière en Guinée aujourd'hui. Deuxième aspect, le bilan des politiques foncières en Guinée depuis 1958. Mais on peut remonter encore beaucoup plus loin, et notamment la période coloniale. Troisième aspect, quelle perspective de politique foncière pour la Guinée aujourd'hui? Parce que la question la plus importante, après les constats, qu'est-ce qu'on propose, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui face à cette situation très préoccupante en Guinée? Le point 1, donc, c'est la préoccupation de la question foncière et immobilière en Guinée. Aujourd'hui, la question de sécurisation foncière, je parle d'aujourd'hui, la question de sécurisation foncière et l'accès à la terre, au logement décent, préoccupe considérablement les Guinéens. On constate de nombreuses confusions entre domaines de l'État et domaines particuliers, ce qu'on appelle techniquement dans notre jargon confusion patrimoniale. De nombreux contentieux fonciers s'observent en Guinée, que les tribunaux guinéens appellent les contentieux domaniaux. Plus de 80% des affaires traitées devant les tribunaux guinéens, notamment devant la Cour suprême de Guinée, sont des problèmes domaniaux. L'administration guinéenne est aujourd'hui complètement dépassée par l'ampleur du phénomène d'occupation spontanée ou illégale des domaines publics et privés de l'État en Guinée. On parle également aussi des zones réservées de l'État. Je reviendrai ensemble sur cette notion. Les fonctionnaires eux-mêmes vendent aux particuliers ou détournent à leur profit personnel des terres aménagées ou non aménagées destinées à l'installation des équipements publics. La plupart des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, occupent le domaine de l'État, n'ont pas de titres fonciers réguliers,
au regard de la législation foncière guinéenne. Ces personnes ne détiennent que les attestations qui sont souvent délivrées par les chefs de quartier ou les chefs de secteur. Des titres souvent considérés comme précaires et qui ne répondent pas à toutes les garanties requises d'un titre de propriété foncière. L'État ne contrôle pas effectivement son domaine public et privé. Ces terres sont occupées par les particuliers qui sont souvent en avance en termes d'occupation ou d'aménagement des terres restées vacantes. La terre appartient à celui qui la met en valeur, c'est retourne aujourd'hui contre l'État. Je rappelle simplement que depuis l'indépendance de la Guinée, l'idéologie selon laquelle la terre appartient à l'État, c'est-à-dire qui avait justifié la mise en place de ce qu'on appelle le monopole foncier de l'État, où l'État mettait en place sa politique de collectivisme, de l'exploitation et la mise en place des fermes agro-pastorales d'arrondissement. Cette politique collectiviste s'est retrouvée aujourd'hui contre l'État parce que l'État guinéen a mis du temps à mettre en valeur, à aménager les terres. Du coup, les populations l'ont occupé progressivement. Donc, en mettant en application la notion de mise en valeur, complètement retournée dans l'autre sens. L'État donc ne contrôle pas, effectivement, ni son domaine public, ni son domaine privé. Et dans cette situation de dépossession de l'État, comme c'est le cas du Cap-Rail, l'État tente, pour la mise en place de sa politique d'aménagement du territoire, de récupérer son domaine perdu, et cette récupération se fait le plus souvent dans la violence, comme le montre très bien le cas de Cap-Rail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, la pression foncière est non seulement présente dans les zones urbaines, mais aussi rurales. On a constaté que le succès commercial des projets de développement, notamment agricoles, entraîne aujourd'hui, en tout cas, de concurrence énorme à l'intérieur des mêmes familles, où il y a des partages de terres, il y a des ventes de terres à l'intérieur des familles qui se déchirent pour le problème de succession. L'urbanisation s'est également développée en milieu rural, et cette situation de pression sur la terre crée une forte concurrence entre les terres agricoles et les terres dites d'urbanisation immobilière. D'où d'ailleurs le développement des partages des terres à l'intérieur des familles, mais aussi de morcellement des terres cultivables. Parce qu'on constate actuellement dans les zones rurales la pression foncière entraîne dans les familles étendues, dans les grandes familles, puisque la plupart des familles sont polygames, et donc de nombreux progénitures, le partage des terres entraîne le morcellement des terres cultivables. C'est-à-dire que les familles sont tellement nombreuses, si tout le monde veut sa part, on aboutit à des morcellements. Les femmes sont traditionnellement exclues de l'héritage en termes de transmission du patrimoine foncier, et les jeunes y accèdent tardivement en raison de la persistance des droits de naissance difficilement contestables. Ces discriminations traditionnelles accentuent les inégalités et sont actuellement source de nombreux contentieux en matière de succession en Guinée. C'est un très gros problème, cette situation foncière et immobilière en Guinée. Deuxième point que je voudrais très rapidement développer, c'est faire un peu le bilan des politiques foncières en Guinée. La situation qu'on vit aujourd'hui en Guinée, de confusion entre public et privé, résulte d'une longue politique que je pourrais remonter un tout petit peu depuis l'époque coloniale. Mais souvent sur les grandes lignes, puisqu'on n'a pas le temps de développer.
Je dirais très simplement que de 58 à nos jours, les politiques foncières guinéennes sont passées d'un extrême à un autre, c'est-à-dire du monopole foncier de l'État, appropriation collective par opposition à la population individuelle. On est passé à la vénalité du patrimoine foncier immobilier de l'État. C'est-à-dire que dans les 58